Merci. Bon, c'est pas grave, ça parle quand même un peu d'asthme, mais Oui. il n'y a aucun souci. Et alors, je ne connais pas la prévalence de la grande prématurité au Maroc, mais je pense quand même que vous avez après dans le suivi un certain nombre d'enfants qui sont nés prématurés et pour lequel vous vous posez la question de la prise en charge sur le plan respiratoire. On va essayer de faire le point ensemble là-dessus. Alors, vous rappelez que si les enfants prématurés ont des soucis respiratoires à moyen et long terme, comme on va le voir, c'est parce que la prématurité interfère avec un processus de développement qui est très progressif durant la vie fœtale et même postnatale, puisque le développement pulmonaire normal, et notamment le développement pulmonaire distal, qui permet les échanges gazeux, c'est un processus très progressif qui se met en place pour les premiers espaces aériens autour de 24 semaines, mais vous voyez que l'alvéolisation, c'est-à-dire les alvéoles matures, vont n'être complètes que vers l'âge de 2 ans et peut-être même un peu après. Et pour vous donner un chiffre, globalement, un enfant à terme naît avec 30 millions d'alvéoles et puis chez l'adulte, on en trouve 300 millions. Donc entre la naissance et 2 ans, vous multipliez vos alvéoles par 10. Et il faut également avoir en tête que ce développement pulmonaire se fait dans un milieu, tant qu'il est in utero, dans un milieu tout à fait particulier, puisque les poumons baignent dans du liquide, et puis ils reçoivent très peu de sang, puisque à cause du canal artériel, tout repasse dans le circuit systémique, et donc le débit pulmonaire est très très faible. Et puis c'est un milieu profondément hypoxique, puisque la PO2 fœtale, c'est autour de 30 mm de mercure. À la naissance, il y a un changement drastique d'environnement pour le poumon, puisqu'il passe d'un seul coup dans un milieu aérien, donc relativement hyperoxique pour le fœtus. Rapidement, les résistances vasculaires pulmonaires s'effondrent et donc il y a beaucoup de sang qui va passer dans le poumon. Et puis, il est dans l'air ambiant, donc relativement normoxique. Alors tout ça se passe bien quand on est à terme, puisque la nature étant bien faite, il y a ce qu'on appelle une préparation biologique à la naissance, et notamment l'explosion de défense antioxydante dans le poumon dans les heures qui précèdent la naissance à terme. Alors quand l'enfant naît prématuré, évidemment, c'est pas programmé. Et puis, il va y avoir ce changement brutal de milieu à un moment où le poumon est extrêmement immature et sans préparation biologique. Et puis, plus il est immature, plus il va avoir besoin de soins et donc il va se retrouver globalement avec des agressions environnementales, des infections par exemple, des agressions oxydantes puisqu'on va devoir lui donner un peu plus d'oxygène, et puis un hyperdébit potentiel si par exemple il y a la persistance du canal artériel. Tout ça aboutissant à des interactions plus ou moins importantes avec le développement pulmonaire. La plus importante de ces interactions est appelée dysplasie bronchopulmonaire, avec les signes que vous connaissez bien, qui sont ceux d'une insuffisance respiratoire prolongée, de besoin en oxygène prolongé. Alors ces interactions, elles vont avoir des conséquences à court, moyen et long terme. Les conséquences à court terme, vous les connaissez, c'est le surrisque de bronchiolite chez ces enfants. Et alors toutes les études montrent que globalement, quand vous naissez prématuré, avec ou sans dysplasie bronchopulmonaire, vous avez un taux de bronchiolite beaucoup plus important que chez les enfants nés à terme, un risque d'hospitalisation beaucoup plus important, que ce soit avec VRS ou sans VRS, puisque je vous rappelle que globalement, le VRS n'est pas le seul virus de la bronchiolite, il représente 50 à 70% des formes de bronchiolite et à côté des autres virus. Donc un surrisque très clair de bronchiolite et d'hospitalisation à bronchiolite. Quand on regarde quels sont vraiment les risques entre dysplasie bronchopulmonaire et prématurité d'hospitalisation pour bronchiolite, on voit que chez les tout petits, moins de 6 mois, la dysplasie bronchopulmonaire fait vraiment exploser le risque d'hospitalisation pour bronchiolite. Mais on voit que même pour les prématurités modérées, vous voyez, entre 33 et 36 semaines, il y a un petit surrisque d'hospitalisation à moins de 6 mois par rapport aux enfants qui sont nés à terme. La dysplasie bronchopulmonaire, elle reste comme un surrisque très important d'hospitalisation entre 6 et 12 mois, et même entre 12 et 24 mois. Ça n'est qu'après l'âge de 2 ans, où vous voyez qu'il n'y a plus vraiment de différence entre dysplasie bronchopulmonaire et enfants nés à terme.
Et ce qui me paraît également important, c'est de pas rester, de savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts chez ces enfants. Et dans cette revue systématique des risques d'hospitalisation chez les prématurés, sans dysplasie bronchopulmonaire, ce qui est très intéressant, c'est de voir quels étaient les cofacteurs indépendants d'hospitalisation. Alors il y en a évidemment qu'on ne peut pas changer. Être un garçon, par exemple, c'est difficile à changer. Le contexte familial, difficile à changer. Le tabac maternel pendant la grossesse, c'est trop tard. Mais par contre, il y a les jeunes frères et sœurs ou la fréquentation de la crèche, vous voyez, qui par eux-mêmes multiplient par 2,5 le risque d'hospitalisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est prématuré, qu'on va retourner à la maison, il faut absolument dissuader les familles de mettre ses enfants en crèche. Et l'autre chose, c'est que il faut apprendre là un certain nombre de mesures d'hygiène familiale pour éviter la contamination, parce que le petit frère ou la petite sœur de 2 ans, oui, elle va avoir le rhume et elle va être porteuse ou porteur de virus. Eh bien, il faut apprendre que les gens malades, ils s'occupent pas du bébé, et que si on est le père ou la mère malade, on porte un masque le jour où on s'occupe du bébé prématuré, et on se lave les mains avant de s'en occuper. Tout ça sont des mesures extrêmement importantes, simples, pas très coûteuses, et qui vont diminuer de façon très importante le risque d'hospitalisation de ces enfants. Alors je pense que vous avez également accès probablement au palivizumab, qui est la prévention des bronchiolites à VRS, et uniquement à VRS. Ça n'est pas, comme beaucoup de parents le pensent, un vaccin anti-bronchiolite, c'est un médicament, ce sont des anticorps anti-VRS. Et vous voyez qu'ici, dans les méta-analyses, le risque, la prévention du risque d'hospitalisation, c'est 50%. Ça réduit de moitié le taux d'hospitalisation AVRS de ces enfants. Donc, c'est bien, mais c'est pas une protection totale. Et ça ne remplace absolument pas ces mesures d'hygiène qui sont beaucoup moins chères que le palivizumab. Alors, je vais surtout m'intéresser et vous transmettre les conséquences à plus long terme de ces enfants et les questions que ça pose pour leur avenir, y compris à l'adulte. Je vais revenir sur ce développement. Donc, on est à terme, on a un petit poumon, globalement, parce qu'on a une petite cage thoracique, et puis à l'intérieur, les alvéoles sont pas complètement formés. Et puis, au cours de la croissance, forcément, mon poumon, il va grandir en volume, il va accompagner ma cage thoracique, et puis à l'intérieur, ça va se segmenter en de multiples petites alvéoles. Si je suis prématuré, bien sûr, mon volume pulmonaire va grandir. Il va accompagner aussi ma cage thoracique, mais à l'intérieur, il va y avoir une alvéolisation qui va être très inférieure à celle d'un enfant à terme. Donc, une surface d'échange gazeux qui va finalement être réduite. Et l'autre élément très important qu'on a beaucoup oublié dans les réflexions initiales, c'est que dans ce poumon, il y a des tuyaux qui s'appellent les bronches, qui sont petites à la naissance, et on ne garde pas la même taille des bronches en grandissant, donc il y a une croissance en calibre de nos voies aériennes. Eh bien aujourd'hui, on sait, et c'est probablement leur principal problème, que ce calibre en croissance des voies aériennes est probablement très insuffisant en cas de naissance prématurée, ce qui va expliquer, je vais partager ça avec vous, la pathologie sifflante de ces enfants. Alors concernant la surface d'échange, quelles sont les conséquences potentielles ? La conséquence, elle va pas être dans la vie quotidienne, parce que ces enfants, ils vont avoir des alvéoles largement suffisantes pour jouer, courir, avoir une vie normale au quotidien. Mais il peut y avoir une limitation quand ils vont avoir besoin d'une surface d'échange vraiment optimale, c'est-à-dire à l'effort maximal. Et donc il y a un certain nombre de cohortes, notamment chez les très grands prématurés, comme ici en Grande-Bretagne, où ils ont suivi des moins de 26 semaines, et ils les ont testés à l'effort à 11 ans. Et vous voyez qu'il y a une consommation d'oxygène maximale à l'effort qui est très diminuée chez les enfants prématurés. Et cet impact sur l'effort maximal, il est en fait prévisible dès la situation basale par cet index d'exploration fonctionnelle qui est la mesure de diffusion du CO qui reflète un peu finalement la capacité d'échange gazeux au sein de notre poumon. Alors, ce qui est assez intéressant pour nous, pédiatres, c'est que il y a un impact sur le ressenti de l'enfant et l'estime de soi de l'enfant.
Dans cette cohorte, ils ont demandé à 11 ans aux enfants de s'auto-évaluer sur leur performance à l'exercice, et c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, ils leur ont demandé, quand tu te compares à tes copains, comment tu te trouves performant à l'activité physique? Et ils devaient se noter sur 10. Bah, vous voyez que l'enfant né à terme, il se trouve assez costaud, 8,5 sur 10, il a une bonne estime de soi, mais le préma, 6,5 sur 10. Le préma, il se trouve pas très bon à l'exercice. La question, quand tu fais de l'exercice, est-ce que tu ressens des difficultés à respirer? L'enfant à terme assez peu, mais vous voyez que le préma beaucoup. Et tout ça est très significativement différent. Et puis il y a une étude récente qui s'est intéressée aux adultes. Ils ont demandé à des adultes, en fonction de leur naissance, combien de jours ils passaient à faire de l'effort, de l'exercice par semaine. Et bien, vous voyez que les prématurés, avec dysplasie ou sans dysplasie, ils font beaucoup moins de jours d'exercice que les contrôles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que spontanément, il y a un évitement à l'exercice chez les enfants prématurés parce qu'ils se sentent pas très performants à l'exercice, et ça, c'est pas bien. Et donc, nous, on pense qu'il faut, à l'âge scolaire, dépister ça, leur poser la question, est-ce qu'ils font de l'exercice, comment ils se sentent, et s'ils se sentent pas bien, les aider avec des programmes de réhabilitation qui sont simples, 2-3 séances pour leur apprendre à respirer et à mieux optimiser leur exercice, c'est leur rendre service et augmenter leur estime de soi sur ce plan-là. Alors après, pourquoi siffle-t-il? D'abord, est-ce qu'il siffle et pourquoi siffle-t-il? Alors, ils sifflent beaucoup, les prématurés, et ceci a été largement prouvé par deux approches. D'abord, une approche par registre, et ça, ce sont nos collègues suédois qui ont fait un travail tout à fait remarquable. Les pays du Nord, c'est des pays qui, depuis très longtemps, utilisent des registres de santé très bien documentés, et ils ont regardé leurs registres et ils ont appelé asthme ce qui correspondait au renouvellement d'au moins 5 ordonnances par an de traitement anti-asthmatique. Donc là, on peut pas douter que ce sont des enfants qui ont des symptômes récurrents. Et ils ont corrélé ça au terme de naissance. Eh bien, voyez que cette graduation là, tout à fait exemplaire entre le risque d'asthme et le terme de naissance. Donc vous êtes en dessous, autour de 28 semaines, vous avez entre 3,5 et 4 fois et demi plus de risque d'avoir de l'asthme à l'âge préscolaire ou scolaire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans les prématurités modérées, vous avez un risque aussi qui est autour de 1,5 à 2 fois plus de risque d'asthme qu'un enfant né à terme. Donc ce premier travail, il nous disait clairement que la prématurité par elle-même était un risque d'asthme à l'âge préscolaire ou scolaire. Et dans cette autre approche qui est un peu différente, donc là ils ont regroupé 3 grandes cohortes européennes d'enfants suivis depuis la naissance. Et ils ont regardé ce que ces enfants devenaient en termes de sifflement avant 5 ans. Et donc on retrouve exactement cette même progression, cette même progression du risque d'asthme préscolaire en fonction du terme. Et donc ici, on retrouve pour les moins de 28 semaines aussi 4 fois plus d'asthme dans les années préscolaires, mais également un risque significatif pour la prématurité modérée. Donc dire aujourd'hui qu'un enfant qui naît à 34 semaines, c'est rien, vous inquiétez pas. Oui, c'est probablement pas très grave, mais c'est quand même un peu de risque d'asthme supplémentaire. Alors, à l'âge scolaire, ici entre 5 et 10 ans, vous voyez que la courbe est moins belle, il y a des petites hachures, mais globalement, on reste entre 5 et 10 ans avec un surrisque d'asthme lié à la prématurité, y compris pour la prématurité modérée. Alors, il y a eu plusieurs cohortes menées en France et on a testé la cohorte épipage, qui était des enfants nés en 97, on les a testés à 15 ans. Et on retrouve exactement ces mêmes résultats dans cette cohorte, avec un surrisque très important durant les années préscolaires, d'autant plus important que l'enfant a une dysplasie bronchopulmonaire. Vous voyez, on arrive à plus de 55% d'enfants qui ont eu des sifflements dans la période préscolaire. Donc c'est vraiment énorme. À l'âge scolaire, dans nos effectifs, c'était pas significatif, mais on voit quand même qu'il y a un gradient qui reste de risque d'asthme à l'âge scolaire. Mais de façon intéressante, vous voyez qu'à l'adolescence, on ne retrouve plus de risque de surrisque d'asthme chez les prématurés avec ou sans dysplasie bronchopulmonaire.
Néanmoins, quand on leur pose à 15 ans, est-ce que tu as eu un jour des sifflements ou est-ce que tu as eu un jour de l'asthme, clairement quand même les prématurés, au cours de leur enfance, sont exposés à plus d'asthme. Alors pourquoi siffle-t-il? Alors, je vais essayer de vous faire passer un concept un petit peu peut-être pas si simple que ça, qui est, on les appelle asthmatiques, mais très probablement c'est pas de l'asthme au sens inflammatoire et allergique du terme. Ici, vous avez déjà, il y a plus de 10 ans, une compilation des fonctions respiratoires, ici des enfants à terme et ici des enfants avec dysplasie bronchopulmonaire à différents âges de la vie. Et vous voyez que globalement, alors les témoins sont autour de 100% de VEMS, ça c'est évidemment attendu, mais vous voyez que quel que soit l'âge, il y a des petites oscillations selon les études, mais les dysplasiques bronchopulmonaires sont plutôt autour de 80% de VEMS, y compris jeunes adultes. On a retrouvé ça exactement dans ces nouvelles générations d'enfants dysplasiques ou préma, avec ici dans la cohorte épipage. Alors maintenant, le VEMS, ça s'exprime en Z-score, mais quand on est à moins 1,4, ça correspond en gros à 85% de VEMS. Vous voyez que les dysplasiques bronchopulmonaires ont une perte fonctionnelle très importante avant bronchodilatateur, mais aussi après bronchodilatateur, ce qui veut dire que cette obstruction n'est pas vraiment réversible. C'est pas quelque chose qui se normalise sous bronchodilatateur comme dans l'asthme. Et donc la compilation aujourd'hui de toutes ces données montre que si vous êtes prématuré avec une dysplasie bronchopulmonaire, la perte de VEMS, moins 19%. Ça c'est vraiment très important comme message. Je suis prématuré, j'ai une dysplasie bronchopulmonaire, mes fonctions respiratoires seront amputées de quasiment 20%. Je suis prématuré, mais j'ai pas de dysplasie bronchopulmonaire, j'ai quand même un petit impact, moins 7%. Alors, on peut dire que c'est moins important, mais c'est quand même pas complètement négligeable, on va le voir. Alors, pourquoi un enfant siffle, finalement? Donc, quand un enfant siffle, on imagine le modèle de l'asthme, c'est-à-dire celui-ci, j'ai des bronches normales et puis d'un seul coup, j'augmente mon tonus de base et je rétrécis mon calibre de mes voies aériennes par la contraction du muscle lisse, par la réaction inflammatoire, etc. D'où les traitements anti-asthmatiques, bronchodilatateurs ou anti-inflammatoires. Et ça, on sait que cette augmentation du tonus de base, elle crée dans nos poumons une hétérogénéité de la ventilation. Ça se répartit de façon hétérogène dans le poumon, et c'est ça qui est responsable de l'hyperactivité bronchique et de la pathologie sifflante. C'est cette hétérogénéité de la ventilation. Et en fait, quand on reprend toutes les données des études physiologiques, des grandes écoles de physiologie des années 70, c'est pas jeune, ils ont démontré, on l'a souvent oublié, que oui, bien sûr, il y avait ça, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que le point de départ de nos bronches est absolument capital dans la capacité à créer une hétérogénéité de ventilation. Si je pars de petites bronches, c'est pas du tout pareil que si je pars de grosses bronches. Et donc là-dedans, il y a le terrain génétique, bien sûr, mais la croissance des voies aériennes joue un rôle absolument capital dans notre tonus de base. Et donc, on imagine aujourd'hui tout ce qu'on appelle les facteurs développementaux qui sont responsables de notre tonus bronchique de base. Alors, il est parfaitement démontré aujourd'hui que les prématurés ont beaucoup plus souvent une hyperactivité bronchique que les enfants nés à terme. Vous avez l'année dernière cette très belle méta-analyse qui a été faite, qui a regardé chez le prématuré, globalement, et vous voyez qu'il a globalement 2 fois plus de risque d'avoir une hyperactivité bronchique que l'enfant né à terme. Et si on prend le dysplasique bronchopulmonaire, il a 4 fois et demi plus de risque d'avoir une hyperactivité bronchique. On retombe quasiment sur les mêmes chiffres de l'asthme que je vous ai donné tout à l'heure. Et donc ça, c'est tout à fait indépendant du terrain atopique, etc. Et donc ça veut dire que ça reflète réellement un terrain anatomique du prématuré qui est responsable de cette hyperactivité bronchique. Et il y a eu cette étude vraiment absolument captivante, qui date déjà un peu, mais qui est vraiment très, très informative.
Ils ont regardé l'hyperactivité bronchique, la dose à laquelle les bronches répondaient en métacholine, qui est un des tests de l'hyperactivité bronchique. Donc vous voyez ici les enfants à terme, la première, puis ensuite les prémas sans dysplasie, puis les prémas avec dysplasie. Et donc globalement, plus on est préma et plus on a une dysplasie, plus on répond très tôt. Donc plus on a une hyperactivité bronchique. Mais ils ont regardé ensuite quels étaient les facteurs associés à ça. Donc ils ont regardé les facteurs classiques de l'asthmatique, l'allergie, l'éosinophile, les marqueurs d'éosinophiles dans le sang ou dans les urines. Donc quand on prend les contrôles, bah oui, l'hyperactivité bronchique est associée à l'allergie, est associée à l'éosinophilie, tout ça de façon significative, ou à des marqueurs d'éosinophiles. On prend les prématurés, aucune association avec ces marqueurs classiques. Ça n'est pas le mécanisme classique de l'asthme qui est responsable de l'hyperactivité bronchique de ces enfants. Et l'autre façon de l'exprimer, c'est qu'ils ont regardé chez ces enfants, en fonction de s'ils avaient une pathologie sifflante, appelons-la asthme, ou pas de pathologie sifflante, eh bien, vous voyez que chez le contrôle, évidemment, c'est très associé avec l'allergie, mais pas du tout chez le préma. Et est-ce que c'est associé avec l'éosinophilie sanguine? Oui, chez le contrôle, mais pas du tout chez le préma. Donc, les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. Et pour aller encore un peu plus là-dedans, vous savez qu'il y a un marqueur de l'inflammation des voies aériennes qui s'appelle le NO expiré. Eh bien, il y a des gens qui ont regardé si les prématurés avaient un NO expiré. En fait, il en a plutôt moins que les enfants nés à terme. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'inflammation dans les voies aériennes de ces enfants prématurés. On est vraiment dans des mécanismes très différents. Alors néanmoins, pourquoi il faut s'en occuper de ces pathologies sifflantes? Parce que la pathologie sifflante elle-même a un impact sur les fonctions respiratoires. Quand on regarde les fonctions respiratoires à 15 ans et qu'on regarde de façon indépendante qu'est-ce qui détermine ces fonctions respiratoires, alors bien sûr, il y a la dysplasie bronchopulmonaire qui est de très loin le facteur le plus significatif, que ce soit en pré-bêta 2 ou en post-bêta 2, mais aussi, vous voyez, en additionnel, l'asthme préscolaire qui va altérer les fonctions respiratoires de ces enfants de façon significative. Par contre, dès qu'on est à un asthme à l'âge scolaire ou à l'adolescence, il n'y a plus d'impact sur les fonctions respiratoires à long terme. Et ça rejoint tout à fait une très belle étude qui avait été faite sur l'impact fonctionnel associé à l'asthme chez les enfants nés à terme, en l'occurrence. C'était une cohorte au Danemark où ils avaient suivi des nouveau-nés depuis la naissance et ils avaient fait à ces nouveau-nés des épreuves fonctionnelles respiratoires à la naissance et ensuite ils les avaient retestés à 7 ans. Alors qu'est-ce qu'ils avaient montré? Ils avaient montré que les enfants qui avaient de l'asthme à 7 ans étaient partis à la naissance de bronches plus petites. Significatif ici, Mais surtout que, au fur et à mesure de l'âge préscolaire, le fait d'avoir de l'asthme avait augmenté la différence avec les enfants qui étaient nés avec des bronches correctes, et en plus n'avaient pas eu d'asthme. Donc, chez ces nouveau-nés à terme, il avait été montré que l'asthme à 7 ans était déjà favorisé par une obstruction développementale, parce que ce qu'on mesure à la naissance, c'est forcément ce qui s'est passé in utero, mais également qu'il y avait une aggravation du déficit lié aux symptômes. Donc aujourd'hui, ce qu'on conçoit, c'est que il y a un lien très étroit. Alors oui, il y a évidemment les mécanismes de l'asthme, mais il y a tout ce qui conditionne le développement prénatal. Et dans le développement prénatal, la prématurité, c'est un facteur absolument majeur. Et que ça conditionne une obstruction fonctionnelle qui par elle-même va créer une hyperactivité bronchique et des symptômes, et que ces symptômes, s'ils sont persistants, vont entraîner un remodelage des voies aériennes qui va augmenter l'obstruction fonctionnelle. Donc il faut s'intéresser à ces symptômes, notamment en période préscolaire. Alors quel est l'impact à long terme? J'ai quasiment fini. L'impact à long terme, il est très questionnant pour ces enfants prématurés. Il y a eu en 2015 des données vraiment absolument captivantes de 3 cohortes d'adultes qui étaient suivis depuis l'âge jeune adulte jusqu'à assez avancé dans l'âge adulte, et ils ont regardé le devenir en termes de BPCO. Donc vous voyez ici, il y a à peu près 11% de la population qui a eu une BPCO au cours du suivi, répartie sur les courbes noires et les courbes rouges. Alors, il y a la courbe rouge,
qui représente un peu moins de la moitié des BPCO, qui est la courbe classique qu'on a tous appris à l'école. On part d'une fonction respiratoire normale, et puis on n'a pas l'intelligence d'arrêter de fumer, donc on continue à fumer, et puis on a une dégradation accélérée de ces fonctions respiratoires, et on a une BPCO. Mais en fait, ces cohortes, elles montrent qu'il y a plus de la moitié des BPCO qui sont sur la courbe noire. La courbe noire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui sont partis d'un VEMS bas quand ils étaient jeunes adultes, qui n'ont pas eu de déclin accéléré de leur fonction respiratoire. Ils ont eu le déclin de tout le monde, mais comme ils sont partis de plus bas, ils sont arrivés beaucoup plus tôt dans la BPCO. Et donc nos prématurés, ils sont là. En tout cas, ceux qui ont une dysplasie bronchopulmonaire. Et donc, je pense que en pédiatrie, on a un rôle absolument majeur de prévention de tout ce qui va être capable d'augmenter ce déclin, et notamment la prévention du tabagisme précoce à l'adolescence est pour moi un élément absolument majeur pour le devenir de ces grands prématurés. Donc, en conclusion, la grande prématurité, je pense que vous êtes convaincus que ça interfère avec la croissance pulmonaire, et notamment que ça crée une diminution du calibre des voies aériennes et de la surface d'échange, que s'ils sont dysplasiques, c'est évidemment un facteur aggravant, clinique et fonctionnel, donc peut-être qu'il faut focaliser le suivi sur ces enfants dysplasiques, mais que l'asthme est un facteur additionnel d'altération fonctionnelle, ça je crois que c'est vraiment très important, donc il ne faut pas laisser ces enfants siffler, notamment dans les années préscolaires, et qu'il doit y avoir un lien entre les équipes de néonatologie et les équipes et les relais pédiatriques une fois que ces enfants grandissent pour dépister les symptômes cliniques, dépister les anomalies fonctionnelles, proposer des traitements adaptés et favoriser l'adaptation à exercice. Je crois que c'est vraiment très important. On rend service aux enfants en leur apprenant à courir et à optimiser leur fonction respiratoire. Et puis la question qui reste aujourd'hui, une vraie question, mais dont on n'a pas la réponse, c'est est-ce que la prématurité pourrait être un facteur prédisposant à la BPCO ? On aura la réponse, je pense, dans les années à venir, mais il y a quand même un gros risque que ces enfants soient vraiment à risque de BPCO à l'âge adulte. Voilà, je vous remercie de votre attention.